Mathieu, alors moi je voulais te poser, la hanche est-elle une articulation instable? Et tu m'as dit non, non, n'importe quoi. Et je vais parler de la hanche est-elle une articulation stable? C'est ça? Ouais, vas-y. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc je vais effectivement vous parler de stabilité et hanche. Donc on pense tous que la hanche est une articulation très stable puisqu'elle est très congruente par opposition à l'épaule qui est une articulation très mobile et donc instable. Et c'est vrai que les luxations de hanche surviennent plutôt dans un contexte d'AVP à haute cinétique. Donc je ne vais pas vous parler de luxation de hanche, mais de micro-instabilité. Alors la micro-instabilité, c'est en fait un nouveau concept qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Dans les sociétés de chirurgie conservatrice de hanche, tout le monde parle de ça, et c'est quelque chose de très récent. Ça a été décrit il y a quelques années, et c'est apparu dans le sillage du développement exponentiel qu'il y a eu ces 15 dernières années de l'arthroscopie de hanche. Donc la hanche est en train de vivre sa révolution arthroscopique, elle a commencé en 2003 avec la description du conflit et donc ça a multiplié les indications d'arthroscopie de hanche et ça a permis de découvrir des nouvelles pathologies. C'est exactement ce qui s'est passé avec le genou, la meilleure description des lésions méniscales, etc. avec l'arthroscopie dans les années 80 et avec l'épaule dans les années 90-2000, et bien c'est autour de la hanche. Donc, 2-3 mots sur le conflit de hanche, puisque c'est ça qui a complètement changé la donne. Sur la pathologie préventive de l'arthrose, le conflit, vous le savez tous, c'est une pathologie décrite par ce Suisse malicieux, Gans de Berne, en 2003. Et c'est la cause principale de coxarthrose du sujet jeune. C'est en rapport avec des anomalies morphologiques qui se développent chez les sportifs, en particulier au moment de la fin de la croissance, et probablement liées aux contraintes répétées au niveau de la zone du cartilage de croissance. Donc il y a schématiquement deux conflits. Le conflit par effet CAM, donc c'est une protubérance à la partie antérieure du col, Jean vous en a parlé ce matin. Et les micro-traumatismes répétés liés à les pratiques sportives, quasiment tous les sports peuvent décompenser un conflit, mais principalement les sports à grandes amplitudes. Et ça crée un décollement de la jonction chondrolabrale. Le cartilage se met à bouger, la lésion évolue toujours de la même façon, toujours au même endroit, dans le cadran antéro-supérieur. Il y a un conflit qui est un petit peu plus rare, c'est en association avec des hanches profondes ou des protrusions acétabulaires ou des hanches trop couvertes, et ça crée plutôt des mécanismes d'écrasement du labrum, c'est le conflit par effet tenaille. Et en fait, tout ça est bien sûr très schématique. La vérité, bien entendu, est toujours plus complexe. Ce qu'on s'est aperçu en opérant ces conflits, c'est qu'on n'a jamais une cam pure ou un effet tenaille pur, ou ça peut arriver, mais c'est assez rare. C'est des associations, des combinaisons. Il y a une infinité d'associations possibles. Il y a des cams qui sont antérieures, supérieures, antéro-inférieures, antéro-supérieures. Il y a des cotyles un peu rétroversés ou des hanches profondes, ou des bassins antéversés, rétroversés, des antéversions fémorales, des rétroversions fémorales. Et tout ça est extrêmement complexe. Donc schématiquement, à droite, vous avez ce qui fait un conflit, c'est-à-dire principalement la cam ou le cotyle trop couvert. Et tout ça peut être combiné avec ce qu'on connaît sous le terme de dysplasie de hanche. La dysplasie de hanche, c'est quoi? C'est en fait c'est des formes minimes de luxation congénitale de hanche. Vous savez, les gamins à la naissance, ils sont testés par les pédiatres pour voir s'ils ont un piston au niveau de la hanche. C'est la luxation congénitale et ils sont langés en abduction quand la hanche est instable. Les formes minimes de dysplasie se manifestent par des anomalies de défaut de couverture de la hanche, c'est-à-dire un mur antérieur trop peu couvrant, où le cotyle peut être un peu rétroversé, mais souvent il est très peu profond, ce qu'on appelle ce qui est shallow socket, et tout ceci peut s'inscrire dans une instabilité, et c'est de ça dont je vais vous parler. Ce sont ces dysplasies borderline qui créent des micro-instabilités de hanche et qui peuvent être combinées à des conflits. Et c'est ce qui rend les choses complexes mais passionnantes. En pratique, les stabilisateurs de hanche, on a des stabilisateurs statiques et des stabilisateurs dynamiques. Donc les stabilisateurs statiques, ce sont les stabilisateurs osseux, donc la couverture de la hanche, les ligaments, principalement l'épaississement capsulaire qui correspond au ligament iliofémoral, et le labrum. Donc le labrum, c'est un peu le ménisque de la hanche, sauf qu'il a un rôle un peu différent. Il amortit les contraintes, il répartit les contraintes sur la hanche, mais il a surtout un rôle de joint d'étanchéité. C'est ce qui permet de maintenir une pression négative à l'intérieur de la hanche. Et sur les études cadavériques, quand on coupe un labrum, la force nécessaire pour luxer la hanche, elle est 5 fois inférieure à celle nécessaire pour luxer la hanche quand le labrum est encore compétent. Donc il faut absolument réparer ce labrum parce que c'est l'élément stabilisateur le plus important avec la capsule articulaire qui est, vous savez, très épaisse au niveau de la hanche. Et il se trouve que dans les hanches dysplasiques, donc qui ont un défaut de couverture,
on a des labromes hypertrophiques qui compensent le défaut de couverture osseuse. Et ce labrome hypertrophique prend des contraintes extrêmement importantes sur des toutes petites zones au niveau de la jonction chondrolabrale, c'est la petite zone rouge que vous voyez, et c'est exactement à cet endroit-là que le conflit crée les lésions. Donc c'est très difficile de savoir si c'est le conflit qui a créé une lésion ou l'instabilité de hanche lorsque on a les deux formes associées. Donc la micro-instabilité, c'est l'association d'un déficit, si vous voulez, de couverture osseuse, ce qu'on appelle la dysplasie de hanche, une pathologie labrale, une fissure labrale ou une perte de fonction du labrum et une hyperlaxité ligamentaire. Donc la présentation clinique d'un conflit, je passe un peu vite, on en a déjà parlé ce matin, ce sont des douleurs inguinales, mécaniques, positionnelles, répétées par les mouvements de flexion-abduction, la pratique sportive, plus ou moins associée à des phénomènes de craquement, de pseudo-blocage. Le test clinique, il y en a un à retenir, c'est le signe de Fadry pour flexion, adduction, rotation interne. Et c'est ce test-là qui va recréer la douleur inguinale que le patient reconnaît. Si vous avez ce signe-là, vous êtes certain qu'il a une pathologie intra-articulaire mécanique de la hanche qui peut être un conflit ou une dysplasie ou une instabilité, on va dire instabilité, ou les deux. Parce que ce test n'est pas spécifique d'un conflit. On peut avoir ce test bien sûr positif quand on a de l'arthrose par exemple. Mais là, je vous parle de patients jeunes, sportifs, qui ont une radio normale. Donc il n'est pas question d'arthrose de hanche, mais bien soit d'un conflit, soit d'une dysplasie. Alors il va falloir reconnaître chez ces patients qui viennent pour des douleurs de hanche les petits signes d'instabilité. Donc souvent le terrain n'est pas le même. Les hanches dysplasiques, c'est très souvent des gens qui pratiquent plutôt de la danse ou de la gymnastique ou des mouvements à grandes amplitudes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sélection naturelle. Les petites filles qui ont des hanches très couvertes, elles sont carrément nulles à la danse quand elles ont 10 ans, donc elles se font virer ou elles arrêtent. Celles qui sont très douées, c'est justement les hanches dysplasiques qui ont des mouvements extra-physiologiques, qui font le grand écart, qui se mettent la jambe dans tous les sens. Et celles-ci, en général, toutes les danseuses qui en font leur métier professionnel, elles ont un certain degré de dysplasie de hanche. Et donc, elles risquent d'avoir des lésions qui vont apparaître au niveau du labrum avec la pratique de la danse intensive. Donc les douleurs sont à peu près les mêmes, ce sont des douleurs inguinales, mécaniques, augmentées par les mouvements de flexion. Et on peut avoir une tendinopathie du psoas, le début est progressif mais il peut être traumatique. Et on va rechercher des signes cliniques de micro-instabilité qui sont un petit peu spécifiques et un peu différents des signes du conflit. Par exemple, le test ABIR pour abduction, external rotation, extension. Donc c'est l'image ici, donc il faut mettre la hanche en abduction, rotation externe. Et on va créer soit reproduire la douleur ressentie par le patient, soit une appréhension. C'est un petit peu les mêmes examens cliniques qu'à l'épaule. Le patient peut ressentir une appréhension. On peut avoir également le test du log roll avec une augmentation passive de la rotation externe qui témoigne souvent d'une laxité antérieure augmentée. Le score de Byton, c'est un score d'hyperlaxité sur 9. Il faut mesurer la laxité ligamentaire constitutionnelle. Donc on mesure l'hypermobilité au niveau des articulations métacarpophalangiennes, du pouce, du cinquième, donc sur les deux côtés, ça fait sur 4. On a les récurvatums des genoux, les récurvatums des coudes, ça fait 5, 6, 7, 8. Et la distance main-sol, main à plat, 9. Donc on a un score sur 9. Et lorsque le score est supérieur à 4 ou voire 5, on a une hyperlaxité ligamentaire. Il faut absolument rechercher une hyperlaxité ligamentaire quand on suspecte ces instabilités de hanche. La radiographie, Jean vous a bien expliqué la bosse antérieure dans le cadre du conflit par effet CAM. Donc toujours bien penser à demander un profil de Dunn. La bosse, vous voyez, elle n'est pas toujours visible sur la radio de face. On va demander une imagerie en coupe, bien entendu, scanner, arthroscanner, arthro-IRM, sachant que l'arthroscanner présente l'inconvénient d'être irradiant, mais à la meilleure définition spatiale, et surtout le contraste est supérieur. Donc pour dépister une petite lésion au niveau du labrum, il sera supérieur à une IRM ou une arthro-IRM où on a des nuances de gris. Et sur les radios standards, il va falloir rechercher les signes de dysplasie qui peut entraîner une micro-instabilité. Donc la couverture externe, l'angle de couverture externe, les coxométries, on a appris ça pendant nos études, la normale est entre 25 et 35. Si on a une valeur entre 18 et 25, c'est un défaut de couverture relatif, c'est-à-dire une dysplasie borderline. Inférieur à 18, c'est une vraie dysplasie. L'angle de couverture, d'obliquité du toit du cotyle est supérieur à 10 est pathologique. Le signe de la falaise, c'est un peu plus anecdotique. Et puis le FIR index, c'est un index qui a été décrit par les Suisses et il semblerait que c'est l'index radiologique le plus prédictif de l'instabilité. C'est-à-dire que si ce FIR index est très positif, c'est que l'instabilité prédomine sur le conflit sans doute. Ce FIR index est positif en fait quand la FIS, c'est-à-dire le cartilage de croissance, s'horizontalise, et ça on voit ça dans les dysplasies. Il n'y a pas en face de la tête du fémur, il n'y a pas de cotyle, donc elle a tendance à pousser en valgus, et donc le cartilage de croissance s'horizontalise. L'obliquité du toit au contraire devient très fuyante. Plus le toit est fuyant, plus la FIS est horizontale, plus le FIR index est positif, plus on a une instabilité de hanche. Et donc, plus il est probable qu'un traitement isolé du conflit, si un petit conflit associé, ne fonctionnera pas.
Voilà un exemple typique de ce que je vous disais. Une patiente de 30 ans, douleur de la hanche mécanique, petite lésion du labrum sur l'IRM sur l'arthroscanner. En fait, en analysant, elle a un angle de couverture externe à 20, donc une dysplasie limite, un angle d'obliquité du toit à 12, donc un toit assez fuyant, une hanche, vous voyez l'index d'extrusion, je n'ai pas détaillé, mais un petit peu augmenté. Elle a une petite came, mais qui est minime, un angle alpha pathologique avec une petite condensation, mais elle, son problème, c'est avant tout son instabilité de hanche qui a créé la lésion labrale. Donc, comment traiter ces patients? Le traitement conservateur en première ligne est toujours à proposer en première intention, principalement travailler sur les stabilisateurs dynamiques, c'est-à-dire du renforcement musculaire, des stabilisateurs de hanche, fessiers, etc. C'est le traitement également du conflit et ça peut marcher. Éviction des mouvements douloureux, donc modification de la pratique sportive, il faut éviter tous les mouvements à l'extrême et tous les sports qui entraînent de la douleur, et amélioration du contrôle postural. On peut avoir des résultats tout à fait étonnants et qui peuvent se stabiliser dans le temps, sachant qu'il est difficile de prédire l'évolution arthrosique sur ces hanches. Le traitement chirurgical, lorsque le traitement médical ne marche pas, peut être proposé. La question du rôle prophylactique d'une chirurgie reste en suspens, c'est-à-dire on ne peut pas encore véritablement affirmer qu'on évitera une prothèse à ces patients 20 ans, 30 ans, 40 ans après. On a besoin de données à très très long terme qui ne sont pas disponibles. Donc le traitement arthroscopique de ces dysplasies consiste à réparer le labrum. Vous voyez un exemple ici, un labrum hypertrophique, fissuré, qui a été après avivement. Donc il ne faut pas trop aviver le cotyle pour ne pas aggraver la découverture. Et surtout, il faut s'assurer en fin d'intervention, relâchant la traction, qu'on restitue un effet joint, c'est-à-dire que le labrum est bien accolé à la tête du fémur quand on relâche la traction. Donc on a plusieurs façons, vous voyez ici une fissure labrale, sur un labrum encore hypertrophique. Donc on utilise différentes techniques de suture pour pouvoir redonner une morphologie le plus proche possible de l'anatomie chez ces patients. Il faut bien entendu une ablation du labrum est totalement contre-indiquée sur ces hanches peu couvertes. L'autre traitement de ces dysplasies, c'est réparer le labrum et la fissure du labrum et bien entendu retendre la capsule. Il faut non seulement la refermer après ouverture, mais il faut avoir un effet de retention. Donc là encore, on a des instruments un peu dérivés de la chirurgie de l'épaule. C'est des pinces automatiques qui sont exactement les mêmes que pour réparer une coiffe. D'ailleurs, vous voyez, ça ressemble un peu à une coiffe des rotateurs. Et on va retendre de façon complètement hermétique la capsule parce qu'une arthroscopie peut déstabiliser encore plus une hanche instable. Et pour le coup, on peut avoir une vraie instabilité avec une vraie luxation. C'est quelque chose qui a été décrit dans la littérature, mais qui est heureusement extrêmement rare. Les résultats, on a quelques séries disponibles, mais malheureusement avec peu de recul, peu d'effectifs, et ils sont bons, mais pas exceptionnels. Pourquoi ? Parce que sans doute qu'on n'arrivait pas encore à sélectionner dans ces dysplasies borderline quels patients avaient des petits conflits prédominants, quels patients avaient des vraies hanches instables. Donc c'est pour ça que je vous parlais de ce FIR index. Quand le FIR index, il semblerait que c'est l'élément pronostic est trop important, il faut probablement ne pas se contenter d'une arthroscopie et proposer un geste osseux. Donc les gestes osseux, on en a deux principalement qui ont été décrits. J'ai fini, hein, t'inquiète pas Eric. Il y a l'ostéotomie périacétabulaire, mais qui est une chirurgie quand même risquée, puisqu'on voyait qu'on découpe le cotyle osseux dans le bassin pour le réorienter. Mais c'est des chirurgies très risquées, on coupe l'ischio à proximité du nerf sciatique. Et vous voyez que les résultats à très long terme, les séries suisses qui ont été les premières à proposer cette chirurgie ont des résultats mitigés, avec à 30 ans de recul, seulement un tiers des patients qui n'ont pas eu de conversion par prothèse. Donc l'avenir, c'est probablement la butée de hanche, une chirurgie qui a été largement pratiquée dans les années 70, dont on connaît les résultats à très long terme qui sont excellents. Cette chirurgie a été totalement abandonnée dans les années 80 et 2000 grâce à l'avènement de la prothèse de hanche. On s'aperçoit que la prothèse chez les gens jeunes qui n'ont pas d'arthrose n'est probablement pas une option intéressante à proposer. Et c'est le retour en grâce de la butée. Vous voyez ce livre publié par des Japonais. Au Japon, ils ont énormément de hanches dysplasiques. Et donc, elle peut être faite maintenant, c'est ce qu'on a commencé à faire à Santi, sous contrôle arthroscopique, ce qui permet un positionnement extrêmement précis de la butée. Et donc, il nous faudra des résultats sur des grosses séries à long terme, mais les résultats préliminaires sont extrêmement prometteurs. Donc, en conclusion, deux causes de douleur du sujet jeune, la conflit et l'instabilité. Les deux peuvent être associés, c'est ce qui rend les choses un peu compliquées. L'instabilité étant une association d'insuffisance de couverture osseuse, d'hyperlaxité ligamentaire et souvent de lésion du labrum. Le traitement arthroscopique est possible dans les formes minimes d'instabilité, a fortiori quand il y a un vrai conflit par effet cam. Mais attention, dès que l'instabilité prédomine, le geste arthroscopique ne suffit pas. Et c'est là toute la place des gestes osseux, chirurgie osseuse, et dans notre expérience plutôt butée de hanche que ostéotomie du bassin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Attends, reste là, parce qu'il y a sûrement au moins une ou deux questions pour Mathieu.
Donc la butée, on revient un peu en arrière, donc c'est ça que tu veux nous dire? Donc c'est pas une révolution, c'est un retour, à la préhistoire. Ça marche? Oui, tout à fait. La butée, elle a le vent en poupe et c'est une opération qui probablement sera de plus en plus pratiquée dans les années à venir parce qu'on s'aperçoit que proposer une prothèse de hanche à quelqu'un qui n'a pas d'arthrose et qui a une vingtaine d'années et qui a une instabilité de hanche, c'est probablement pas une bonne option. L'ostéotomie périacétabulaire fonctionne, mais très 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 techniquement difficile avec des complications qui ne sont pas justifiées par l'indication, c'est-à-dire risquer de couper un nerf sciatique ou d'avoir une pseudarthrose infectée du cotyle chez un patient de 20 ans qui, pour lui éviter une prothèse, ne paraît pas complètement logique. Alors que la butée ne coupe pas les ponts pour une prothèse future, au contraire, elle rend la prothèse plus